Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Juste quelques mots très rapidement pour introduire la conférence. Donc la Fondation Recherche Endométriose que j'ai créée avec l'association de patientes EndoMind et sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale a pour mission d'accélérer la recherche sur l'endométriose, sur cette pathologie qu'on connaît encore trop mal évidemment et que l'on ne sait pas guérir. Dans le cadre de cette mission, évidemment, nous finançons des projets de recherche. Donc, nous avons lancé et clôturé notre 3e appel à projet cette année et nous aurons financé à la fin de l'année 400 000 € de projets de recherche. Mais pas que. Nous informons également, nous diffusons de l'information pour tous les publics parce qu'il est essentiel de connaître et de parler de cette pathologie. Donc, pour le grand public, les professionnels de santé, les chercheurs, les institutions également, et puis les entreprises pour les sensibiliser à l'endométriose. Et c'est dans ce cadre que nous organisons cette conférence. Donc depuis l'année dernière, nous saisissons le calendrier de l'Endorun. Donc vous avez des petits flyers, qui est une course caritative qui est organisée par l'association EndoMind pour lever des fonds pour la recherche. Alors l'édition en présentiel, j'allais dire, au Vélodrome de Vincennes s'est tenue samedi, mais par contre il reste encore 15 jours pour vous inscrire sur une course connectée et pour participer, pour prendre des dossards, pour effectivement contribuer à la recherche sur l'endométriose. Donc c'est dans le cadre de cet Endorun que nous organisons des conférences. L'année dernière, nous avions fait une conférence autour de la recherche, l'état de l'art de la recherche, et puis pour présenter les projets que nous soutenons. Cette année, nous avons choisi fertilité et endométriose. C'est un sujet évidemment grave et qui est extrêmement anxiogène pour beaucoup de jeunes femmes, en tout cas en désir d'enfant, quand elles sont atteintes d'endométriose. Et il nous a semblé important d'apporter des faits rationnels, des chiffres, des explications, de comprendre pourquoi, de comprendre comment, pour apporter cet éclairage le plus objectif possible. Alors je remercie monsieur le député Stéphane Viry qui nous a proposé cette idée d'organiser cette conférence dans ce cadre fantastique qui est l'Assemblée et dans la salle Colbert et qui a fait en sorte que ce soit possible. Donc merci beaucoup monsieur le député. Et avant de vous laisser la parole, je remercie aussi les conseillères ministérielles aussi, les députés et sénatrices qui ont accepté notre invitation. Et je vous laisse la parole, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quelques mots, parce que je vais vous laisser ensuite travailler sereinement. Je suis appelé par d'autres activités parlementaires dans cette maison. Je voudrais vraiment vous saluer chacune et chacun, saluer naturellement la Présidente de la Fondation, saluer mes collègues parlementaires qui sont présents, qui vont vous rejoindre, saluer les membres des cabinets ministériels qui effectivement ont souhaité participer à vos travaux. Madame la Présidente, vous étiez venue me rencontrer il y a quelques semaines, effectivement, pour me parler de l'endométriose, pour me parler de votre fondation. Et effectivement, dans le cadre de notre échange vif, dynamique, construit, j'avais effectivement proposé cette rencontre. Et quelle belle idée vous avez eue de saisir la perche et d'organiser ce colloque ce soir ici à l'Assemblée nationale. Colloque sur le thème, vous l'avez rappelé, fertilité et endométriose. Moi, je voudrais, par ces quelques mots, déjà vous remercier en général sur l'action de la Fondation. Madame la Présidente, vous et les membres de la Fondation, on voit, en tout cas, vous nous écrivez assez régulièrement en tant que parlementaire pour porter la parole de ce que vous faites, de qui vous êtes, vos actions, vos initiatives. Vous l'avez rappelé, mais je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que moi, en tant que parlementaire, j'avais été interpellé et mobilisé. Accélérer la prise en considération de cette maladie, accélérer la recherche et puis améliorer les protocoles de soins. Ça a été pour moi pas une prise de conscience parce que, je le dis avec beaucoup de sincérité, avant d'être député, je ne connaissais pas la maladie. Je l'ai compris il y a quelques années maintenant, lors de mon premier mandat, par de la littérature, par des lectures que j'ai pu avoir, qui m'a fait effectivement me dire en tant que député qu'est-ce que je pouvais faire pour faire bouger les choses. Mais on a besoin de vous, on a besoin de la société civile pour être présent, pour militer, pour proposer. Et je crois que c'est l'objet de votre colloque ce soir. On a effectivement peut-être une réponse législative à aller chercher, réglementaire probablement, sur les questions de couverture sociale, sur les questions de prise en charge, mais également on a une réponse médicale à aller chercher. Et sur ça, j'y pourrai pas grand-chose, sauf effectivement à voter des crédits que le gouvernement pourra proposer. Mais tout ça, je le fais parce qu'il y a effectivement une société civile organisée
mobilisé qui nous permet de réfléchir et d'être interpellés dans votre fondation. Donc par ces quelques mots, je voulais naturellement vous souhaiter la bienvenue ici à l'Assemblée, vous remercier pour ce que vous faites. Peut-être un dernier mot pour ne pas être trop long, pour vous expliquer quand même que l'endométriose, et vous devez le savoir, mesdames et messieurs, depuis maintenant quelques années, elle a une résonance. Ici, à l'Assemblée nationale, il y a eu des propositions de loi, il y a eu des propositions de résolution, il y a de l'interpellation des ministres qui peuvent se succéder en responsabilité. Au cours du mandat précédent, une proposition de loi pour lutter contre l'endométriose, une proposition de loi visant à faire de l'endométriose une grande cause nationale, ou alors à reconnaître l'endométriose comme une affection longue durée. Donc il y a la volonté de parlementaires de toute sensibilité politique d'accrocher en haut du radar de la décision politique cette question de l'endométriose, avec les axes que vous avez évoqués, mieux rechercher, mieux considérer, et probablement mieux guérir. Moi, je vais vraiment conclure par ça, mais je le dis, ce n'est plus le cas. Je trouve qu'actuellement, les pouvoirs politiques, peut-être insuffisamment pour vous, enfin, vous avez actuellement enclenché un mouvement pour considérer davantage l'endométriose. Il y a actuellement, le ministre a pris des décisions en termes de règlement d'initiative ou en termes de moyens pour permettre effectivement à ce que ça percute. C'était, hélas, faut-il le reconnaître, pas le cas il y a quelques années. Et je vais le dire avec les mots qui sont les miens, et j'en finirai véritablement par là. Par mes travaux parlementaires, j'ai décelé, en tout cas j'ai diagnostiqué que l'endométriose telle qu'elle est en termes de pathologie invalidante, de maladie chronique, avait été oubliée, avait été même parfois niée par une certaine partie de la communauté médicale, et avait peut-être été tout simplement non considéré à la hauteur de la souffrance des femmes et de leurs familles. Je suis ravi que vous contribuiez, par qui vous êtes, par vos travaux, à faire en sorte qu'on sorte un peu de cet oubli. Vous évoquez ce soir la fertilité et l'endométriose. C'est très bien, mais je me réjouis aussi que vous ouvriez un deuxième champ qui est celui de la vie professionnelle des femmes qui sont atteintes de cette pathologie. Le quotidien professionnel, on souffre de cela, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui conduit parfois à avoir des arrêts de travail, mais on sait très bien qu'on peut culpabiliser, qu'on peut être pénalisé en termes de carrière, en termes d'évolution. Donc vous avez 1000 fois raison, naturellement, de traiter de la question du lien entre la fertilité et l'endométriose, mais véritablement, je vous suivrai, je vous accompagnerai, notamment par cette tribune, sur la question de l'égalité, tout simplement, femmes-hommes, de l'égalité professionnelle, en mettant le curseur sur les conséquences professionnelles pour les entreprises, pour notre économie de cette maladie. Merci de votre invitation. Vous êtes les bienvenus ici et surtout, je vous souhaite aux intervenants, qu'ils soient acteurs de santé, aux témoins qui vont apporter un regard, je vous souhaite vraiment de riches et fructueux travaux. Alors, je vous propose de commencer après cette introduction de Monsieur le député, donc peut-être par la présentation de nos intervenants. Peut-être on commence par Sophie Younes, donc si vous pouvez vous présenter et puis dire un petit mot aussi sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressée en particulier à l'endométriose. C'est toujours intéressant de connaître les raisons plus personnelles que professionnelles. Clinicienne, et j'ai toujours été passionnée par le corps et par les liens entre le corps et ce qu'on peut appeler l'espace mental, la psyché. Et donc en fait, je me suis très vite uniquement orientée en tant que psychologue, donc il y a déjà très très longtemps, auprès de personnes atteintes de maladies somatiques et non pas de maladies psychiques. Donc des maladies qui touchent le corps et qui ont donc à voir après, du côté de la psychologie, avec comment on fait, comment on vit avec une maladie. Et pourquoi l'endométriose? C'est plutôt récent, c'était il y a 10 ans, dans l'hôpital où je travaille à Saint-Joseph. On est venu me chercher, on est venu me dire, voilà, il y a vraiment des raisons pour lesquelles on a besoin de toi, si tu veux bien venir. Et j'ai dit oui parce que l'épanouissement de la femme est un sujet qui me touche énormément. Voilà. Merci. Merci. Non, je pense qu'il faut éteindre. Ah, hop. Oui, voilà. C'est bon, oui.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis Nancy Léon, je suis journaliste et autrice et je me suis particulièrement intéressée à l'endométriose et à la PMA parce que je suis moi-même patiente. Et comme je ne trouvais pas réellement de réponse à toutes mes questions, j'ai voulu mener vraiment une enquête et j'ai interviewé plein d'experts de la médecine allopathique et naturelle pour essayer d'apporter le plus de conseils possible aux patientes. Et j'ai écrit un livre sur l'endométriose et la PMA, dans lequel il y a mon témoignage en fil rouge et d'autres témoignages de femmes et de conseils d'experts. Merci, Nancy. Bonjour, je m'appelle Camilla Kolanska, je suis gynécologue obstétricienne. Je travaille dans le service de gynécologie obstétrique à Thenon, dans le 20e arrondissement. Je vais garder le masque pendant toute la conférence, je vais juste, parce que je trouve qu'on ne se reconnaît pas, donc vous voyez mon visage. Je suis un tout petit peu enrhumée. Je suis spécialisée en PMA. Je prends en charge les couples qui présentent une infertilité et pas que les couples, aussi des femmes solo depuis un certain temps. Et on réalise aussi des préservations de fertilité dans notre centre. Et donc, je suis particulièrement impliquée dans la prise en charge de l'endométriose parce que notre centre est le centre de référence pour l'endométriose avec un service de chirurgie et donc le service AMP en grande partie dédié à l'endométriose. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis le docteur Julien Niraud. Moi, je suis chirurgien gynécologue. Je travaille au groupe hospitalier privé à Ambroise Paré-Hartmann, à Neuilly-sur-Seine. Je connais bien la chirurgie de l'endométriose puisque j'ai eu la chance de grandir lors de mon internat avec des professeurs qui s'y intéressaient. Et donc, je connais bien aussi l'histoire, puisque beaucoup de témoignages lors des consultations qui peuvent être très difficiles, puisque la chirurgie de l'endométriose s'adresse surtout à des femmes infertiles, mais surtout qui ont mal. Et donc, j'aurais à cœur d'éclaircir tout ça et puis essayer de détendre un petit peu l'atmosphère, parce que ça fait toujours peur, la chirurgie, et finalement... On fait maintenant une chirurgie très précise, très mini-invasive et qui se passe vraiment plutôt bien. Voilà. Donc en fait, ce qu'on vous propose sur cette conférence, c'est 3 parties. Une première partie, c'est de revenir un peu quand même sur ce qu'est l'endométriose. Même si plus de 80% des gens disent aujourd'hui qu'ils savent ce que c'est, en fait, en général, on ne sait pas complètement ce que c'est. Et puis surtout le lien avec la fertilité, pourquoi on lie endométriose et potentiellement problème de fertilité. Ensuite, une deuxième partie autour de finalement comment on peut anticiper s'il y a ces risques, comment on peut les prévenir, comment on peut intervenir le plus tôt possible. Et en troisième partie, si on n'a pas de solution pour une procréation naturelle, quel est le parcours et quel est le parcours d'assistance médicale à la procréation. Donc c'est un peu les 3 parties qu'on va couvrir sous forme de table ronde. Donc, et ensuite, nous vous proposons de garder du temps à la fin pour les questions, évidemment, aux intervenants. Donc si vous pouvez noter vos questions, ça sera parfait. Bon, première partie. Donc, fertilité et endométriose. Je vais peut-être commencer par le docteur Niraud. Docteur Niraud, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'endométriose, ses symptômes, et puis ce qui la caractérise ? Donc, l'endomètre, c'est la couche interne qui tapisse la poche qu'est l'utérus. D'accord ? L'utérus est au fond du vagin et c'est une poche musculaire qui a la capacité de se contracter, et notamment pendant les règles, mais également pendant l'accouchement. C'est relié à 2 trompes qui sont 2 tubes qui aboutissent dans la cavité péritonéale, donc la cavité abdominale, où il y a les ovaires. D'accord ? Et donc l'endomètre, c'est une couche qui va s'épaissir le long du cycle, sous l'influence hormonale, et qui va s'en aller, et ça s'appelle les règles. Puisque les règles, en fait, ça saigne, mais c'est surtout de la muqueuse qui s'en va. Donc, finalement, c'est une maladie hormonodépendante, l'endométriose, puisque l'endomètre, au lieu d'être dans la cavité utérine, va se retrouver à l'extérieur de cet utérus. Et dans cette cavité, elle peut toucher à ce moment-là d'autres organes. Donc, le péritoine, qui est la couche superficielle qui enveloppe tous les organes abdominaux. C'est une espèce de film plastique, si vous voulez. C'est pas du plastique, mais c'est transparent et très fin. Ça peut toucher les ovaires, ça peut toucher les intestins. Ça peut toucher également la paroi utérine. Et à ce moment-là, on appelle ça l'adénomiose.
C'est-à-dire que l'endomètre a creusé des petites cryptes, des petites grottes dans la paroi utérine. C'était une pathologie qu'on voyait surtout avant chez la femme de 40 ans qui avait eu des enfants, mais qu'on commence à voir de plus en plus chez des femmes plus jeunes. Donc sur les différentes formes d'endométriose, je vous ai dit, on peut la classer comme il y a l'endométriose utérine, donc l'adénomiose, l'endométriose ovarienne qu'on va appeler l'endométriome, et l'endométriose, on va dire donc profonde quand elle touche un autre organe. La plus fréquente étant l'intestin, mais elles peuvent toucher également la vessie, les voies urinaires, le diaphragme. Bon, il y a des localisations beaucoup plus rares. Okay. En ce qui concerne les manifestations d'endométriose, c'est les manifestations cliniques, c'est en dehors de l'infertilité, qui est déjà une manifestation, mais évidemment ça ne se manifeste pas de manière facile, c'est surtout les douleurs. Les douleurs, c'est surtout les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports. Alors, la douleur pendant les règles, ça s'appelle la dysménorrhée. Les douleurs pendant les rapports sexuels, ça s'appelle la dyspareunie. Mais la dyspareunie de l'endométriose, elle est souvent profonde, c'est-à-dire la pénétration profonde, elle est souvent dépendante des positions sexuelles. Et donc, on dit une dyspareunie profonde positionnelle. Ensuite, il peut y avoir des douleurs lorsque la vessie est pleine ou lorsqu'elle se vide. Il peut y avoir également des douleurs à la défécation, c'est-à-dire quand on va à la selle. Le passage des selles peut être très douloureux lorsque ça touche l'intestin qu'on appelle la partie terminale avant l'anus, le rectum. Et puis il peut y avoir aussi des douleurs chroniques lors de l'ovulation. Par exemple, si les ovaires sont un petit peu collés à la paroi, le fait d'ovuler, ça va tirer sur la paroi et donc du coup ça déclenche les douleurs. Peut-être la fatigue aussi. Alors évidemment, comme toutes les douleurs chroniques et comme toutes les maladies chroniques, il s'ensuit de la fatigue, il s'ensuit souvent des syndromes dépressifs. Mais tout ça aussi est multifactoriel parce que, évidemment, il y a la douleur chronique, mais il y a aussi le fait d'avoir peur d'avoir mal. La peur d'avoir une infertilité, donc tout ça alimente en fait dans le cerveau une anxiété qui peut être entretenue aussi par l'influence autour, c'est-à-dire qu'il y a des mots malheureux de la société, des médecins. Il y a aussi l'anémie, puisque certaines formes d'endométriose, donc l'endométriose utérine qu'on appelle l'adénomiose, peut entraîner des règles très abondantes. Et ces règles très abondantes vont faire diminuer le taux d'hémoglobine. Et donc, quand il est bas, ça s'appelle une anémie. Et l'anémie, on sait que c'est pourvoyeur de fatigue et de dépression. Donc, il y a plein de causes, en fait, qui font que, en fonction du type et de la forme d'endométriose que l'on a, on va avoir des symptômes qui vont se répercuter de manière générale sur la qualité de vie. C'est évident que si on a une dyspareunie, alors on va en parler après pour l'infertilité, mais si on a une dyspareunie, donc je rappelle la dyspareunie, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels. Si on a une dyspareunie très invalidante, c'est évident qu'on va avoir une image difficile de son corps, une relation au sexe très compliquée et une relation de couple très anxiogène. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que c'est un tout. Et c'est pour ça que, malgré le fait qu'elle soit terrible, c'est une maladie qui, moi, me passionne parce qu'elle va toucher absolument tous les axes, en fait, de la vie du coup, des femmes et on va pouvoir jouer sur différents curseurs pour essayer de l'améliorer. Merci, docteur Niro, pour cette description complète. Mais peut-être justement, puisqu'on est sur ce sujet, concernant la douleur, je pense que c'est un sujet que vous vouliez adresser, docteur Niro, le rôle de la douleur dans l'endométriose et dans la fertilité et la prise en charge de cette douleur. C'est, concernant l'infertilité, il y a l'importance aussi de la capacité à avoir des rapports sexuels complets. Puisque ça, c'est déjà une chose importante. C'est qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir de rapport sexuel complet et satisfaisant pour pouvoir concevoir, d'accord, du fait des douleurs. Donc c'est une des premières causes d'infertilité, c'est qu'il n'y a même pas de rapport complet épanouissant, d'accord. La prise en charge de la douleur, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est-à-dire que
dans l'endométriose, sur le plan global, d'accord ? Puisqu'on a bien dit qu'il y a une maladie qui s'appelle l'endométriose, mais il y a plein de formes d'endométriose qui existent. Donc, globalement, les douleurs sont normalement principalement pendant les règles. Donc, le principe d'une maladie hormonodépendante qui se manifeste d'autant plus pendant les règles, c'est déjà de diminuer l'intensité des règles et parfois même de les couper. Les couper, ça s'appelle l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. Ça ne veut pas forcément dire ménopause, d'accord ? Parce qu'on entend la ménopause artificielle. Bon. L'aménorrhée, c'est l'absence de règles et qu'on peut prendre avec une pilule en continu, par exemple. Donc ça, c'est un des moyens de lutter contre la douleur. Après, il y a d'autres moyens qui sont le bon usage des médicaments contre les douleurs, les anti-inflammatoires, les antalgiques type paracétamol et d'autres classes, on ne va pas détailler là, mais ce que je veux dire, c'est que déjà bien anticiper les crises douloureuses, c'est-à-dire que bien prendre des antalgiques adaptés, puissants, dès le début d'une crise, fait qu'elle sera moins forte. D'accord ? Ensuite, il y a les soins on va appeler les soins de support pour aider au fait que lorsque les mécanismes de la douleur, ils sont liés à plusieurs choses dans l'endométriose. C'est d'une part l'inflammation qui est chronique puisqu'elles ont des règles dans le ventre. D'accord ? Donc ça saigne. Le corps se dit, c'est pas normal que ça saigne, et donc il y a une inflammation, c'est-à-dire un afflux de globules blancs qui arrivent et qui vont créer du coup de la cicatrisation en créant de la néovascularisation, c'est-à-dire des nouveaux petits vaisseaux, la néoinnervation, c'est-à-dire des nouveaux petits nerfs, hein, et sur du tissu cicatriciel. Donc, si on arrive à couper ce cycle inflammatoire, ça va diminuer en fait la douleur. Le problème, c'est que souvent la maladie, elle a évolué un certain temps et elle crée des tissus cicatriciels qui vont fixer les tissus. Et c'est-à-dire que les tissus sont moins mobiles. Ça s'appelle la fibrose. Et donc, du coup, pour détendre la fibrose, il y a plusieurs possibilités. C'est d'une part la kiné, l'ostéopathie, pour essayer de détendre les muscles, mais également la chirurgie, pour enlever les zones fibreuses, et ce qu'on appelle, nous, les nodules d'endométriose. Ensuite, le fait d'avoir mal, ça fait contracter les muscles. Hein, lorsqu'on examine quelqu'un qui a des douleurs chroniques pelviennes, souvent, elle a les muscles périnéaux, c'est-à-dire l'entrée du vagin, qui peuvent être complètement contractés. Et on va la classer dans un vaginisme. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle la pathologie du vaginisme, qui est une réaction un peu différente, plutôt de l'ordre psychologique. Mais là, c'est plus une réaction musculaire liée à un stimuli de douleur. Et donc, du coup, il va falloir jouer également là-dessus, à réussir à relâcher les muscles. C'est pareil quand on se fait mal au dos, par exemple, où du fait de la douleur, on va adopter une position antalgique en contractant d'autres muscles, et du coup, on va se déséquilibrer, et on sait que quand on a une douleur au dos, après, on peut avoir une autre douleur musculaire ailleurs. Et là, ça va être exactement la même chose. À force d'avoir mal au ventre, on va adopter des positions et qui font que les muscles vont être contractés et vont empêcher notamment, par exemple, la pénétration vaginale. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà on a déjà complet. Largement... Non, mais je pense que le message, effectivement, à retenir, c'est que la douleur joue un rôle aussi. Quand on parle fertilité, il faut aussi penser douleur et il faut aussi adresser la douleur. Sophie Younes, vous avez une longue expérience de la prise en charge et de l'endométriose et des couples en désir d'enfant. La dimension psychologique, elle joue aussi un rôle important dans cette approche de la fertilité. Alors, elle joue un rôle important. Mais je reviens juste un petit peu sur ce qui se passe psychiquement quand l'endométriose est assez active et que les symptômes sont importants. Par exemple la fatigue, par exemple le stress qu'induit l'endométriose, ou comme par exemple évidemment la douleur. Et là, il est important de dire que ce qui se passe dans le corps, lorsque ça fait souffrir le corps, ça fait souffrir aussi au niveau émotionnel, au niveau affectif, donc au niveau psychologique. Les deux sont très très en lien
Et d'ailleurs, très souvent, les femmes me disent « je ressens plus ma douleur quand je suis stressée au travail ou quand je suis stressée par un événement de la vie ». Donc cette question du stress produit par l'endométriose, déjà, moi j'aime bien dire que toutes les endométrioses sont différentes et que donc il y a des femmes qui ont une endométriose qui vont avoir des enfants facilement et on ne sait pas trop pourquoi effectivement, comme vous disiez, c'est pas très prédictible, mais il y en a donc un certain nombre évidemment, comme il y a aussi des femmes atteintes d'endométriose qui ont très peu de douleur. Voilà, ou voire pas du tout. Et donc tout est très variable. Ce qui par contre est toujours très intéressant, c'est que là par exemple concernant la fertilité, c'est vrai que se rajoute un stress lié à cet enfant désiré qui ne vient pas. Donc ça va se rajouter potentiellement à la douleur, à la fatigue, aux problèmes de travail quand il y a des arrêts maladie et que ça crée aussi un autre type de stress. Et là, tout ce qui s'accumule constitue en fait une espèce de difficulté qui est donc évidemment vécue par la femme et qui est aussi vécue par le partenaire si la femme est en couple. Donc en tout cas, les dimensions psychiques qui sont souvent présentes, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est parfois une baisse de l'estime de soi, c'est un manque de confiance en soi, et une dimension très importante qui va avoir un grand rôle dans la question de la fertilité, ou en tout cas la question d'être en attente de cette grossesse, c'est le rapport au corps. Quand notre corps nous fait souffrir longtemps, quand notre corps est très fatigué et que nos projets ne se réalisent pas, forcément, ça va générer à l'égard de notre corps un lien qui peut être altéré. Et là, une des choses essentielles vers laquelle je suis très concernée et très active, c'est de prendre soin de son corps, même si le corps est malade, car le corps n'est pas que malade. Voilà, il a aussi tout son potentiel. Et psychiquement, c'est la même chose. Même si on est déprimé du fait de l'endométriose, même si on est anxieuse à cet égard et anxieuse de ne pas avoir d'enfant, il y a une dynamique psychique qui fait qu'il faut croire vraiment que psychiquement, on est capable de transformer, changer. Les choses passent, changent, évoluent. Voilà. Je me tourne vers le docteur Kamila Kolanska pour parler de fertilité cette fois-ci, parce il y a quand même beaucoup de mots. Donc on va parler des mots MOTS pour les mots MAUX. On parle de fertilité, hypofertilité, stérilité, infertilité. Donc c'est quoi les définitions déjà, qu'on commence par des choses claires? Bien sûr. En ce qui concerne la fertilité, donc c'est la capacité d'une personne de pouvoir se reproduire. Et ensuite, l'infertilité, c'est une situation dans laquelle une grossesse ne survient pas naturellement au bout de 12 mois de rapports sexuels non protégés. Donc l'infertilité, la définition, souvent on la confond avec la stérilité, qui est l'incapacité réelle d'avoir un enfant. Et on parle de la stérilité vraiment à la fin de la vie reproductive d'une personne. Si elle n'a jamais eu d'enfant, si elle n'a jamais eu de grossesse, à ce moment-là, effectivement, on peut résumer ça par une stérilité. Par contre, l'infertilité, vraiment, est loin d'être l'équivalent de stérilité. Et actuellement, on a beaucoup de solutions à proposer en cas d'infertilité. Et cette prise en charge en PMA marche très, très bien. Merci. Donc c'est une question de temps. Surtout la définition, elle est liée au temps, en fait, pour que la grossesse survienne. Exactement, donc il faut savoir que l'infertilité telle que la définition, donc absence de grossesse au bout de 12 mois de rapports sexuels non protégés, touche environ 15 à 20% de couples. Et si on attend jusqu'à 2 ans, il y a quand même une grande partie de ces couples qui vont quand même finir par avoir un enfant, et on aura environ 10 à 15% de couples qui n'auront toujours pas d'enfant après 2 ans de rapports sexuels non protégés. Donc en fait, si on essaie de comprendre pourquoi
on lit, et pourquoi l'endométriose peut avoir un impact sur la fertilité, sachant qu'il y a plusieurs causes et il y a encore des choses non élucidées, mais c'est quoi les hypothèses aujourd'hui ? Alors effectivement, le mécanisme exact entre l'endométriose et l'infertilité, on ne comprend pas encore aujourd'hui. Donc, ce qui est vraiment très important aussi de savoir, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre l'étendue des lésions d'endométriose et le risque d'infertilité. Il y a plein de facteurs qui jouent sur la fertilité aussi, parce que la femme, elle n'est pas toute seule, elle est avec son conjoint. Donc, il y a les paramètres spermatiques qui peuvent jouer, il y a les paramètres tubaires qui peuvent jouer, il y a l'utérus qui peut aussi modifier les chances de grossesse. Et donc, il y a plusieurs mécanismes qu'on suspecte dans l'endométriose et probablement chacun de ces mécanismes est vraiment probable dans des circonstances différentes. Donc, il y a probablement un impact sur la réserve ovarienne, sur l'ovulation au niveau des ovaires. Et donc, ça concernerait principalement les femmes qui ont l'atteinte ovarienne. Il y a un impact sur le transit au niveau des trompes. Et ça, c'est plutôt des femmes qui ont une inflammation au niveau du ventre. Et aussi l'impact sur l'implantation au niveau de l'utérus. Donc, l'embryon qui s'accrochera un tout petit peu moins bien. Et ça, probablement, ça pourrait être plutôt le cas chez les femmes qui ont une atteinte au niveau de l'utérus. À jour d'aujourd'hui, on n'a absolument aucun moyen de prédire quelle femme aura un bébé et laquelle n'aura pas de bébé et laquelle il faudrait prendre en charge en PMA et laquelle il suffit juste d'attendre pour qu'une grossesse survienne. Donc en fait, ça confirme le fait qu'on dit qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes d'endométriose, et c'est pareil pour les problèmes de fertilité liés à l'endométriose. Encore beaucoup de causes potentielles mais non élucidées. D'accord, merci. Nancy Léon, donc votre témoignage, vous l'avez dit, vous avez écrit un livre qui s'appelle Endométriose PMA, comment réussir ton parcours, et qui est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois un témoignage et en même temps aussi des interviews d'experts pour donner des pistes, et chaque femme doit trouver son chemin. Et vous, comment ça s'est passé, comment s'est fait le diagnostic, voilà, le début de l'histoire, c'était quoi? Parce que ça illustre bien, je trouve, une réalité hélas fréquente. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Ça a été très compliqué au départ, parce que j'ai souffert depuis mes premières règles, mais on m'a toujours dit que c'était normal, ou que, comme plein de femmes ont dû aussi l'entendre dire, que c'était dans ma tête, que j'étais un peu chouchotte. On m'a jamais vraiment donné d'explication. Et donc, je faisais avec, et vu que... c'est vrai qu'on se dit que les médecins en savent beaucoup plus que nous, donc on leur fait confiance et on se dit qu'on est certainement moins résistante à la douleur que les autres. Sauf que quand on s'évanouit ou de douleur ou qu'on n'arrive pas à se lever parce qu'on a tellement mal qu'on n'arrive pas à marcher, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vraiment lorsque j'ai voulu faire un enfant avec mon ancien conjoint, et qu'on ne parvenait pas au bout de 12 mois, je me suis dit quand même, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc j'ai consulté plusieurs médecins. Il n'y a aucun moment, on m'a parlé d'endométriose. Moi, j'ai commencé à en entendre parler, je pense, vers 2015 à peu près. Et les médecins que je consultais à chaque fois me disaient non, votre endomètre est parfait, il n'y a aucun souci. De toute façon, l'endométriose, c'est la nouvelle maladie à la mode, chose qu'on a dû entendre beaucoup aussi. Et donc, j'ai continué comme ça pendant quelques années jusqu'à ce qu'on réalise vraiment un bilan de fertilité. Et j'ai dû consulter là aussi plusieurs gynécos et insister pour qu'on puisse vraiment me faire passer une IRM, parce que c'est l'examen roi quand même pour déceler l'endométriose, parce qu'on m'avait fait des échographies pelviennes en 3D, etc. Et si le médecin n'est pas spécialisé, malheureusement, il ne le verra pas, contrairement à un médecin expert qui peut le déceler directement via l'échographie. Et j'ai vraiment dû insister pour passer une IRM, et ce n'est du coup qu'en 2019, en juin 2019, qu'on m'a décelé une endométriose ovarienne et profonde au niveau du torus. Et là, alors en premier lieu, c'est le soulagement entre guillemets, parce qu'on se dit waouh, c'est bon, je suis pas folle, je sais enfin ce que j'ai, c'était pas dans ma tête.
Et puis, tout de suite après, vient la peur, la colère, la tristesse. On se demande mais comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir une vie normale? Est-ce que je vais pouvoir fonder une famille? C'est très compliqué à encaisser. Et comme je ne trouvais pas réellement de réponse à mes questions, j'ai vraiment beaucoup fouillé sur Internet. J'ai essayé aussi de poser des questions à des experts, mais il faut savoir quand même que l'endométriose a été reconnue, décelée en 1860, découverte en 1860, mais elle n'est au programme de médecine seulement que depuis 2020. Donc, la majorité des professionnels qui sont en exercice, s'ils ne sont pas intéressés eux-mêmes à cette pathologie, ils ne sont pas spécialisés. Et c'est pour ça que c'est vraiment important dans votre parcours d'aller consulter les personnes qui sont spécialisées. Vous pouvez trouver leurs adresses et leurs contacts sur les associations d'endométriose, EndoMind, EndoFrance, etc. Les filières maintenant qui se mettent en place. Donc maintenant, fait. il y a des médecins vraiment experts de plusieurs spécialités. Donc, Et pareil, lorsque vraiment vous passez des examens, par exemple, moi j'ai passé mon IRM au Centre de la Femme à Paris, qui est vraiment spécialisé dans les pathologies gynécologiques et de la femme, et dont l'endométriose. Et c'est hyper important parce que sinon, c'est pareil, un radiologue qui n'est pas spécialisé peut passer à côté du bon diagnostic. Et dans mon cas, l'errance médicale a quand même duré quasiment 25 ans, plus de 20 ans en tout cas. Et l'errance médicale est encore longue aujourd'hui, entre 7 à 10 ans. Ça reste, oui, voilà. Ça reste. Ça s'améliore, mais ça reste. Oui, c'est clair. Voilà. C'était vraiment pour... Effectivement, malheureusement, encore un cas trop fréquent de diagnostic de l'endométriose au moment d'une difficulté à concevoir, en fait, qui était... Merci, Nancy. On reviendra sur la prise en charge et la nécessité de la prise en charge. Donc, on a fait un petit peu le tour sur endométriose, fertilité, les symptômes et ce que ça peut provoquer. Si on réfléchit de façon générale, d'ailleurs même pas que pour l'endométriose, mais pour la fertilité en général, et qu'on se dit qu'on veut prévenir, j'allais dire anticiper, sur quels facteurs on peut jouer au-delà de l'aspect physiologique? On a vu la dimension psychologique, il y a une hygiène de vie. Comment, docteur Kolanska, comment on peut déjà se préparer aussi, se donner les meilleures chances possibles? Bien sûr. Alors, je vais encore rebondir un tout petit peu à ce que Sophie a dit tout à l'heure sur le stress qui est généré par l'endométriose en soi. Il faut savoir que le stress peut impacter aussi les chances de grossesse d'une certaine manière. Parce qu'il faut s'imaginer quand même, on est effectivement très sophistiqué, on roule en voiture, etc. Donc beaucoup plus sophistiqué que les animaux, mais on a quand même un organisme qui fonctionne encore assez d'une façon primitive. Et donc quand on n'est pas dans des bonnes conditions pour se reproduire, les chances de grossesse diminuent. Et donc cet aspect psychologique est vraiment très très important. Et je pense qu'il faut que nous, les médecins aussi, on se rende compte que le fait d'adresser les patientes vers une prise en charge psychologique peut aussi aider pour avoir un enfant. Et donc, il faut vraiment voir ça comme une chance supplémentaire pour augmenter les chances de grossesse naturellement ou en PMA. Et en ce qui concerne les autres facteurs, donc, on voit globalement dans la population générale une tendance à reculer l'âge de la première grossesse. Et donc ça, c'est un des premiers facteurs qui impacte les chances de réussir un jour d'avoir un enfant avec ses propres ovocytes. Parce que là, cet aspect-là concerne uniquement ses propres ovaires, ses propres ovocytes. Ça n'a absolument aucun lien avec le don d'ovocytes où l'âge de la femme n'a absolument aucun impact sur les chances de grossesse. Et donc le fait de reculer l'âge de la grossesse diminue les chances de grossesse. Il y a d'autres facteurs comme pollution. On n'a pas beaucoup à faire, mais on peut essayer d'éviter les zones un peu plus polluées. Il y a le tabac sur lequel on peut vraiment jouer, on peut avoir l'impact très très important sur la qualité des gamètes. C'est très très spectaculaire chez les hommes. Ça peut passer vraiment d'un spermogramme parfaitement normal à l'ozoospermie, et dans l'autre sens, chez les femmes, c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence, mais c'est exactement le même impact.
Et ensuite, l'alimentation aussi. Il y a de plus en plus d'accent mis sur l'alimentation, sur les polluants dans les cosmétiques, dans les produits qu'on utilise au quotidien. Donc tout ça, effectivement, peut impacter les chances de grossesse naturellement, mais aussi en PMA. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PMA, on fabrique pas les ovocytes, nous. On les améliore pas en faisant la FIV. Ce qu'on fait uniquement, c'est on prend les ovocytes, on prend les spermatozoïdes, on les mélange et on voit ce que ça donne à la fin. Donc, si à la base l'ovocyte ou le spermatozoïde n'était pas de bonne qualité, ça ne donnera pas d'embryon de bonne qualité. Donc là, de ce côté-là, les patientes ont vraiment un énorme champ de travail, parce que on ne peut pas faire ça à leur place. Ça, c'est vraiment aux femmes de le faire. Docteur Kolanska, quand vous avez évoqué la préservation ovocytaire, juste techniquement, en quoi ça consiste? Parce qu'on en parle beaucoup, on a l'impression que c'est la solution à tout. Maintenant, on va pouvoir préserver ses ovocytes et puis on verra ça plus tard. Comment ça se passe et quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, c'est effectivement une bonne solution pour un certain nombre de femmes. Ça permet de prélever les ovocytes, les congeler et éventuellement pouvoir les décongeler si jamais il n'y a pas d'autre solution. C'est un peu la dernière solution avant le passage au don d'ovocytes, finalement. Si on voit une patiente suffisamment tôt, avec une bonne réserve ovarienne, avec une bonne qualité ovocytaire, on peut envisager toujours une FIV. Par contre, si cette réserve ovarienne n'est plus suffisante et on a pu conserver les ovocytes avant, on peut les décongeler, mettre en fécondation et voir si ça donne des embryons. Ce qui est très très important de savoir, c'est que l'utilisation de ces ovocytes dépend de la prévalence de l'infertilité. Donc encore une fois, chez une population toute venante, l'utilisation est de l'ordre de 10 à 15%, ce qui rejoint l'infertilité dans la population générale. Et donc chez les femmes qui ont de l'endométriose, cette utilisation probablement va être un tout petit peu plus grande. À jour d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul parce que c'est quand même une technique qui est utilisée depuis assez peu. Et donc même dans les pays où c'était très très fréquemment utilisé, on n'a pas beaucoup d'utilisation. En tout cas, on a l'impression que c'est pas une méthode qui est donc elle est loin d'être 100% efficace parce que parmi les femmes qui vont venir pour utiliser leurs ovocytes, il y a uniquement 35% de femmes qui ont réellement un enfant avec la préservation de fertilité. Et donc c'est quelque chose qui est assez lourd en termes de traitement, parce qu'on a en face de nous une femme qui n'a pas de problème de fertilité au moment où on la voit, parce qu'on ne sait pas du tout si elle est fertile ou infertile. Et en fait, on va lui imposer les mêmes traitements qu'il y a une patiente qui va faire une FIV. Donc en fait, c'est des piqûres qu'elle va faire pendant une quinzaine de jours, avec des surveillances échographiques tous les 2-3 jours, la deuxième semaine de piqûre, et une ponction ovocytaire par voie vaginale avec une sonde échographique au bout de laquelle on a une aiguille. On va aller chercher les ovocytes dans les follicules et on va les mettre au laboratoire. Et au laboratoire, les ovocytes vont être congelés. Et donc les chances de réussite de cette préservation de fertilité dépendent beaucoup du nombre d'ovocytes qu'on va avoir et de la qualité de ces ovocytes. Meilleure est la réserve ovarienne et plus on aura d'ovocytes, donc plus de chances d'avoir un bébé avec la préservation de fertilité. Et là, justement, effectivement, on avait parlé d'effet âge. Je sais que dans le monde actuel, c'est très très difficile d'entendre parce qu'on veut construire une famille effectivement avec un homme avec qui on veut passer la vie, etc. C'est très très difficile, mais cette horloge biologique, malheureusement, un jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le dépasser. Et donc, effectivement, si on fait la préservation de fertilité suffisamment tôt, avant 35 ans, ça a plus de chances de réussir qu'après 35 ans. Donc le message, effectivement, c'est de le faire tôt, mais en même temps de le faire avec un vrai projet, en fait. Parce que c'est effectivement un parcours qui est pas forcément évident, médicalement parlant. Oui, absolument. Et donc, il y a aussi un message très, très important à faire. C'est pas parce qu'on a, encore une fois, de l'endométriose qu'on est infertile. Vraiment, c'est un message très, très important. Et donc, je suis assez frappée par les femmes que je reçois en consultation qui me disent
je suis obligée de faire la préservation de fertilité parce que j'ai de l'endométriose. Alors, il ne faut pas le prendre de cette manière-là. On a une très très grande chance de pouvoir faire cette préservation de fertilité en France qui est remboursée à 100%. Effectivement, si on l'a fait encore une fois suffisamment tôt, elle a des fortes chances de réussir. Il y a d'autres solutions. On n'est jamais obligé à choisir qu'une seule solution, hein. Il y a toujours plein d'autres solutions. On peut ne pas la faire et voir si la grossesse surviendra naturellement, voire faire un don d'ovocytes si jamais la FIV n'est plus possible au moment où on souhaite avoir un bébé, ou éventuellement faire les démarches. Donc c'est pas pour promouvoir, mais il faut savoir qu'il existe aussi les démarches femmes solo pour les femmes qui n'ont pas de projet en couple, qui se retrouvent sans partenaire. Elles peuvent aussi faire les démarches solo. Donc il y a plein d'autres solutions à notre disposition à jour d'aujourd'hui. Il faut pas se dire qu'on n'a pas le choix en fait. On a un peu tendance à automatiser comme ça les choses, endométriose, problème de fertilité, préservation ovocytaire et FIV. Hein. Il y a une espèce de... effectivement, il faut le rappeler, c'est plus de la moitié des femmes qui ont de l'endométriose qui ont un enfant naturellement. Donc c'est important aussi de... Par contre, effectivement, ce parcours, il est très important parce que ça permet de voir ces femmes et les informer de ce qui est possible à faire et leur donner le choix, tout le panel de ce qu'elles peuvent faire. Juste pour rebondir quand même sur tout ce qu'on a parlé sur la fertilité. Parce que là, on a beaucoup parlé d'assistance médicale. On a parlé d'infertilité liée à l'endométriose. Mais juste pour remettre dans le cadre, pour avoir une grossesse spontanée, on a besoin d'un ovocyte de bonne qualité qui ovule spontanément et des spermatozoïdes de bonne qualité, déjà. Après, pour que la rencontre se fasse, il faut qu'il y ait des trompes perméables. C'est-à-dire que la fécondation, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovocyte, ça se fait en fait dans la trompe. Hein. Il y a l'ovocyte qui part de l'ovaire, le spermatozoïde qui parcourt le vagin puis l'utérus. Et donc il faut des trompes perméables. Et en plus, il faut autour un climat non inflammatoire. Et donc c'est là-dedans qu'il y a une place aussi donc, pour la chirurgie d'infertilité, notamment pour améliorer parfois la qualité pas ovocytaire, mais d'ovulation en diminuant l'inflammation locale sur l'ovaire quand, par exemple, il y a une grosse lésion kystique d'endométriose qu'on appelle donc endométriome. Alors maintenant, on évite de faire des kystectomies, c'est-à-dire d'enlever le kyste, mais on utilise des techniques où on vaporise le kyste, enfin la paroi du kyste, où on alcoolise. Il faut rétablir la perméabilité tubaire qui, du fait de l'endométriose, du fait de l'inflammation, je vous ai expliqué que ça crée des cicatrices et donc des adhérences et des accolements. Et donc si les trompes sont bouchées, on peut les rendre plus perméables. Alors ça marche d'autant mieux qu'on arrive précocement dans la maladie. Mais ça peut marcher également. Et après, pour la qualité endométriale, alors de l'endomètre, donc qui va accueillir l'œuf, c'est un petit peu plus compliqué, mais probablement en diminuant l'inflammation locale, on arrive à améliorer cette qualité-là, mais on n'y arrive pas toujours. Voilà. Je vais juste remettre en perspective les choses, c'est que voilà, l'infertilité dans l'endométriose, il n'y a pas que l'assistance médicale, il y a aussi une place déjà pour la chirurgie, juste, je ne parle pas des douleurs, mais juste des fois pour améliorer les conditions locales qui peuvent amener à une grossesse spontanée derrière. Et quand, au bout d'un certain délai assez court, 3-6 mois, ça ne marche pas, après on bascule en AMP. Hein. Alors on a vu tout à l'heure avec vous, Nancy, que malheureusement le diagnostic avait été fait au moment d'un désir d'enfant qui n'arrivait pas. Cette notion de diagnostic précoce, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, et de façon générale, qu'un diagnostic doit être fait le plus précocement possible. Mais docteur Kolanska, qu'est-ce que ça permet de faire ce diagnostic précoce ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper au maximum ? À jour d'aujourd'hui, on sait que l'endométriose expose à un risque d'environ 40% d'infertilité, comparé à 10 à 15% dans la population générale. Donc les femmes qui ont de l'endométriose ont un petit surrisque d'être infertile et de devoir être prise en charge en PMA. Et à partir du moment où on a posé le diagnostic d'endométriose, on sait que dans ce cas-là, on ne va pas laisser à cette femme
1 an d'essai de grossesse. On va plutôt se dire qu'on attend 6 mois et on va commencer à entamer les démarches de préparation pour une FIV, parce que la préparation d'une FIV, ça dure 3 à 6 mois. On ne voit pas une patiente en consultation et elle sort avec une ordonnance de traitement. Il faut qu'elle complète des examens, etc. Donc effectivement, aux femmes qui ont de l'endométriose, on va laisser un tout petit peu moins de temps avant de commencer à compléter le bilan d'infertilité. Et donc, le bilan d'infertilité va concerner et l'homme et la femme. Par contre, ce qu'il faut se dire aussi, que malgré tout, les 60% de femmes avec l'endométriose seront enceintes naturellement. Donc ne paniquons pas, hein, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête, parce qu'il y a très très souvent des jeunes femmes qu'on va voir en consultation qui vont arriver chez nous toutes paniquées parce qu'on leur a dit qu'elles n'auront jamais d'enfants naturellement. Encore une fois, il n'y a absolument aucun moyen de prédire qui aura, qui n'aura pas. Et parmi celles qui n'auront pas naturellement, la prise en charge en PMA marche très bien si on les prend en charge suffisamment tôt. Avant 35 ans, en général, il faut se dire qu'on arrive à avoir un bébé en PMA. Par contre, effectivement, le facteur de temps, de l'âge, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, la question de la qualité ovocytaire, réserve ovarienne, effectivement, devient très très important après 35 ans et 40 ans. Il faut vraiment qu'on arrive à passer le message que même pour une femme qui n'a pas d'endométriose après 40 ans, la PMA ne marche quasiment pas. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qui est dur, hein, quand on entend souvent les témoignages aussi, hein, c'est ces jeunes femmes qui consultent, qui sont diagnostiquées et à qui on dit bon bah maintenant, on sait que l'horloge biologique elle tourne pour toutes les femmes, mais qu'on leur dit maintenant il faudrait faire des enfants avant 30 ans. Et on en avait parlé, hein, on se disait certes c'est le bon message en termes de contenu parce que c'est vrai, c'est la réalité, l'horloge biologique elle est là. En revanche, dans la façon de faire passer le message, c'est important aussi d'accompagner ça. C'est, j'allais dire, avec beaucoup de bonnes intentions que les professionnels de santé passent ce message, mais ça peut être difficile à entendre pour une jeune femme qui n'est pas du tout dans cette histoire-là et dans ce projet-là. Bien sûr. Et donc, de plus en plus, maintenant, on propose aux femmes qui ont un diagnostic d'endométriose de faire une préservation de fertilité. Alors, attention, la préservation de fertilité, il faut la faire au bon moment. Donc, c'est pas chez une jeune femme de 22 ans qui n'a absolument pas du tout l'idée si elle veut avoir un bébé un jour ou pas. Il faut savoir que le pic de fertilité est autour de 30 ans. Donc, en fait, une femme qui n'a pas de projet de grossesse à l'âge de 30, 32 ans et qui sait qu'il n'aura pas de projet de grossesse probablement dans les 2-3 années à venir, c'est peut-être le bon moment pour se poser la question de préservation de fertilité sans paniquer non plus. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas quelque chose à 1 mois ou 3 mois près. C'est quelque chose qui se prend en charge. La réserve ovarienne reste stable souvent pendant des années et elle commence franchement à baisser après 35 ans et donc vraiment chute après 40 ans. Donc globalement, c'est bien de prendre en charge pour la préservation de fertilité des jeunes femmes en 30-35 ans et plus on avance en âge et moins on a de chances de récupérer suffisamment d'ovocytes de bonne qualité. Et donc c'est pour ça, effectivement, ça a de l'intérêt de discuter de la préservation de fertilité en cas d'absence de projet de grossesse. Merci. Nancy, comment ça s'est passé vous concernant ? Je ne sais pas, on m'entend ? Oui. Ouais. Alors, lorsque j'ai commencé, j'ai voulu entamer la PMA, c'est posé la question de savoir si on allait m'opérer ou pas pour augmenter éventuellement mes chances de grossesse. Et donc les médecins qui se connaissaient se sont concertés et ils ont décidé, au vu des résultats de mon bilan de fertilité, que dans mon cas, c'était mieux de ne pas m'opérer parce que j'avais une atteinte ovarienne et aussi profonde et ça aurait pu détériorer davantage mes ovaires et ma réserve ovarienne était déjà basse. Donc on a décidé de ne pas m'opérer. Et au vu des résultats, la gynécologue qui me suivait en PMA m'a indiqué que certainement juste la PMA simple avec les stimulations ne suffirait pas et qu'il fallait probablement entamer une FIV. Elle m'a laissé le temps de ma réflexion, donc j'en ai parlé avec mon conjoint de l'époque. Et on s'est dit autant aller directement vers la FIV pour essayer de gagner du temps.
Et donc j'ai entamé la PMA et la FIV fin 2020, début 2021. Et c'est vrai que c'est un peu bouleversant parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On se met un peu en mode robot. Et on enchaîne les rendez-vous médicaux. Et c'est aussi le fait que parfois le jargon médical n'est pas très simple à comprendre et les examens sont rapides. Donc on n'a pas toutes les réponses qu'on aimerait avoir. On n'ose pas aussi poser les questions qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est de vraiment préparer ces examens médicaux et ces consultations avec votre gynécologue en amont, en notant les questions que vous avez, pour vraiment lui poser et ne pas oublier après, parce qu'on est tellement pris dans le rendez-vous et dans toutes les choses qu'il faut retenir que parfois on oublie, et quand on ressort, mince, j'ai oublié de lui demander ça, que ça peut être soit sur vraiment les médicaments qu'on a à prendre ou sur toute autre chose, sur les effets secondaires aussi, parce qu'il y en a quand même, pas pour tout le monde, mais il peut y en avoir. Donc c'est vraiment important de préparer ces rendez-vous-là. Merci. Alors, docteur Niro, justement, pour apporter un éclairage sur ce que vient d'expliquer Nancy, ce fameux on a décidé de ne pas m'opérer parce qu'on pensait que c'était mieux, il y avait plus de risques à opérer qu'à ne pas opérer. Est-ce que vous pouvez justement nous éclairer un peu sur comment se prennent les décisions, parce qu'on a un médecin en face de soi, en général son gynécologue, et comment ça se passe, comment se prennent les décisions et se font les schémas thérapeutiques? Alors, c'est pour ça que je fais juste un petit recul en arrière. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est qu'il a été décidé de faire des filières sur l'endométriose. Des filières, c'est une organisation territoriale pour rediriger les gens vers justement le bilan de la maladie. C'est-à-dire, on a parlé de l'imagerie qui est effectivement indispensable, l'examen clinique, le bilan de fertilité, évidemment quand il y a une infertilité, en tout cas un désir de grossesse. Une fois qu'on a constitué ce bilan, donc imagerie, dosages hormonaux, examen clinique, voilà, pour résumer, on va regarder quelle est la situation. Évidemment, une chose centrale, vous l'avez bien compris, c'est l'âge, dans le désir de grossesse, et évidemment, quelles sont les attentes de la patiente. C'est-à-dire qu'on va essayer de choisir une stratégie pour arriver au désir, donc là on parle d'infertilité, donc un désir de grossesse, et éventuellement ce désir de grossesse, s'il est au premier plan avec une symptomatologie qui sera plutôt modérée, donc qui va passer au deuxième plan. Et donc, du coup, on va faire ce qu'on appelle, nous, une concertation pluridisciplinaire où on va se parler entre chirurgiens, entre médecins d'infertilité, entre radiologues, et également, des fois, tout ce qui est un soin de support, également les psychologues pour voir où en est le couple et décider d'une stratégie. Souvent, on commence en cas de désir de grossesse avec symptomatologie modérée par l'assistance médicale. L'assistance médicale, on l'a vu, ça peut être une simple stimulation de l'ovulation, mais évidemment, ça va souvent, dans le cas de l'endométriose profonde, à la fécondation in vitro. Il faut avoir bien conscience que la fécondation in vitro, comme l'expliquait Camilla, c'est très médical. On sort d'un certain romantisme. C'est vraiment très médical, des rendez-vous, des examens, un timing, une ponction d'ovocytes, un recueil de spermatozoïdes, tout ça dans un tube, puis après un retransfert. En ce qui concerne des situations où il y a un fort désir de grossesse, mais une invalidité liée à des douleurs, donc du coup une invalidité qui va passer au premier plan, à ce moment-là, on va partir plutôt vers une chirurgie première. C'est-à-dire qu'il faut quand même soulager les gens. Et le problème des traitements hormonaux qui pourraient soulager les gens, c'est qu'on ne peut pas faire de grossesse sous traitement hormonal. Alors après, il existe des fois des combinaisons où on fait un traitement médical très fort et on va stimuler doucement pour la fécondation in vitro. Mais tout ça pour vous dire que, en gros, en fonction de la situation, on va attaquer par un flanc de montagne différent. Et c'est pas parce qu'on a choisi une stratégie qu'il n'est pas possible de repasser à l'autre. C'est-à-dire,
sur une endométriose très sévère, pour laquelle il y a une atteinte, on va dire, notamment des ovaires, mais une atteinte du tube digestif, pour laquelle on va se dire, bon, le geste chirurgical risque d'être lourd, et du coup, on risque de perdre du temps, le temps de la convalescence chirurgicale. Donc, on va choisir l'option plutôt de faire une FIV première. Mais en cas de 2 essais infructueux de FIV, on se repose la question de se dire, est-ce qu'on continue sur cette voie-là, ou peut-être que ça ne marche pas parce que l'endométriose bloque trop, et donc c'est finalement une bonne indication opératoire, et qui va se justifier d'autant plus qu'on aura fait l'échec. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec les couples, ils comprennent d'autant mieux qu'on va à cette chirurgie un petit peu compliquée que la FIV n'a pas marché avant. Donc en fait, cette notion de stratégie est vraiment importante et de collaboration. Encore une fois, ce qu'on ne voit pas toujours, c'est ces fameuses RCP dont on entend parler, ces concertations pluridisciplinaires et la collaboration avec le couple. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Voilà. Je pense dans les messages, c'est cette notion de travail d'équipe et de besoin de confiance aussi dans le professionnel de santé. Et ça n'a quelquefois rien à voir avec les compétences. C'est une question de feeling aussi et de cette confiance qui s'établit, mais c'est important de mettre en place ce partenariat pour se donner toutes les chances, si on veut résumer un petit peu les choses. Sophie Younes, là on est en train de rentrer dans cette partie où on a du mal à avoir cette procréation naturelle, on va rentrer plutôt dans un parcours de préservation et après potentiellement d'assistance médicale à la procréation. Là encore, la dimension psychologique, elle est importante parce que c'est un parcours qui est pas évident et il faut aussi, vous disiez, prendre soin de soi et encore plus prendre soin de soi et clarifier ses projets aussi dans ces moments-là. Pour moi, c'est même avant le projet éventuellement de grossesse. C'est-à-dire que l'endométriose arrive. Pour moi, une des choses essentielles lorsque psychiquement on se sent agité à cause de ça, anxieuse, inquiète, et que les symptômes sont importants, particulièrement la douleur, il ne faut pas trop tarder pour prendre une sorte de positionnement face à la maladie, face à la douleur, face à l'endométriose. Elle ne doit pas prendre toute la place. Donc, qu'est-ce qu'on met à côté ? Et ça, c'est très tôt qu'il faut le faire. C'est-à-dire que c'est mieux de le faire assez tôt, dès qu'on a le diagnostic, plutôt que de le faire seulement parce qu'on va rentrer en PMA. Parce que finalement, le rapport au corps, quand le rapport au corps est altéré et que la femme parle d'un corps un peu vécu comme un ennemi, c'est tout de suite qu'il faut aller rencontrer le corps qui n'est pas l'ennemi. Alors où est-il ce corps ? Il va falloir le chercher et le trouver. Il se trouve que, de manière intéressante, un des traitements de la douleur, c'est la mise en mouvement. Il faut bouger. Alors, il faut bouger de manière soft pour pas se faire mal. Mais la mise en mouvement est un des moyens de retrouver son corps, de se reconnecter à lui, de voir à quel moment c'est agréable d'être en mouvement et, par exemple, de profiter aussi des moments où on n'est pas fatigué pour se mettre en mouvement. Donc là, il y a déjà quelque chose qui se construit bien avant et qui va permettre d'arriver aussi à la grossesse naturelle, avant la PMA, dans un état où il y a eu réconciliation. La femme a souffert à l'endroit même où elle doit porter un enfant. Donc, il va falloir prendre soin de son utérus et développer quelque chose. Alors là, il y a beaucoup de choses qui... Alors, on peut faire ça en entretien avec un psy, mais pour moi, il faut à la fois parler de ce qu'on ressent quand on est psychologiquement... touché et qu'on sent qu'on a besoin de parler, il faut parler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Eh ben, il va falloir aller rencontrer le corps. Donc là, c'est la place que peut prendre une activité psychocorporelle, que ça soit de la danse-thérapie, que ça soit de la sophrologie, que ce soit du yoga, que ce soit toutes ces pratiques qui maintenant sont très, très, très recommandées pour à la fois générer de l'énergie, mais aussi générer parfois de la détente, quand ce sont des pratiques qui permettent de se détendre. Et on sait aussi que des entretiens thérapeutiques avec un psy, même si c'est pas une psychothérapie, parfois 3 entretiens,
ça débloque des choses et ça permet de se positionner. On dit on dit j'en suis là. On a quelqu'un en face qui répond et qui connaît la maladie, tant qu'à faire. En l'occurrence, un psychologue qui s'intéresse à la question de la santé physique. Et là, il se passe des choses et on arrive à ce moment-là, au moment où ça se complexifie parce que la grossesse naturelle ne vient pas, on arrive avec une situation, on va dire, psychique et corporelle qui s'est harmonisée pendant la période qui a suivi le diagnostic et toutes ces douleurs, en plus, quand il y a eu en plus l'errance diagnostique. Si on revient à la fonctionnalité, malheureusement, parce que pour parler de choses plus techniques, ça se passe comment ce parcours et cette aide médicale à la procréation, Dr Kolanska? À notre disposition en PMA, on a plusieurs types de traitements. On peut proposer juste des inductions d'ovulation, donc ça veut dire qu'on va donner des traitements pour stimuler un follicule qui l'ovule. Et donc dans ce cas-là, ça se termine par des rapports programmés, donc qui est beaucoup moins glamour que des rapports spontanément, mais effectivement, ça peut dans certaines circonstances fonctionner. C'est pas une solution idéale pour les femmes qui ont de l'endométriose, qui ont des rapports sexuels. Clairement, les patientes qui ovulent, qui ont des rapports sexuels régulièrement, cette technique, elle n'apporte rien de plus par rapport à ce qui se passe déjà naturellement. Deuxième étape, c'est les inséminations. Donc, on va donner des médicaments où on peut se baser sur un cycle spontané et on va repérer le moment d'ovulation pour injecter les spermatozoïdes dans l'utérus. Cette technique-là, elle est assez utile chez les femmes qui soit n'ovulent pas du tout parce qu'elles ont un syndrome des ovaires polykystiques surrajouté. Donc, c'est des situations où les ovaires sont très riches en follicules, il n'y a pas de maturation folliculaire, soit parce qu'elles n'ont pas de rapport, parce qu'effectivement, elles peuvent avoir tellement de douleurs que les rapports sexuels ne sont pas possibles. Et dans ce cas-là, on peut proposer une insémination. La plupart du temps, dans la littérature, il a été démontré que chez les femmes qui ont de l'endométriose, ce qui marche le mieux, c'est quand même des fécondations in vitro. Parce que ça permet de récupérer plusieurs ovocytes en même temps, voir lesquels vont donner un embryon de bonne qualité, et ça permet de sélectionner les embryons qui ont le plus de potentiel de donner une grossesse, avec à peu près 40% de chances de donner une grossesse par embryon transféré. Alors, avant d'arriver à l'embryon, il faut avoir par contre une réserve ovarienne qui permet de mettre en place ces traitements. Parce que si la réserve ovarienne n'est pas suffisamment élevée, dans ce cas-là, on sait qu'on récupérera pas assez d'ovocytes et on peut, dans ces situations-là, proposer d'emblée un don d'ovocytes. Donc, une procédure qui est un tout petit peu lointaine de ce qu'on peut imaginer idéalement. Donc, c'est une banque d'ovocytes dans lesquelles on va attribuer les ovocytes à la femme. Et donc, ça permet d'avoir effectivement une grossesse portée par la femme qui souhaite avoir un bébé. Donc là, vraiment, on est vraiment en situation extrême. Hein. On a épuisé vraiment effectivement toutes les solutions, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de solutions qu'on peut mettre en place. Exactement. Et encore une fois, adaptées au cas par cas et aux décisions médicales et aux décisions avec le couple. Tout à fait. Alors, la femme peut être en solo, comme disait Camilla, la femme peut être donc en couple, et là, évidemment, c'est un désir à deux. Et donc un parcours à deux. Et là, ce que je pourrais dire, que je trouve très important, comme on a bien entendu que c'était un parcours qui pouvait être compliqué, qui pouvait être long. Il y a des déceptions, évidemment, à certains moments. Il faut les supporter, ces déceptions, les accueillir. Et là, évidemment, ce qui se passe dans le couple, c'est très important. C'est un projet à deux, donc tout ce qui peut être amélioré dans le couple et harmonisé dans le couple à deux en étant ensemble pour pouvoir se soutenir mutuellement, tout ça, c'est très, très important. Et ça peut commencer sur des choses qui sont très petites, mais finalement, par exemple, la nature de la communication qu'on a avec son conjoint, ça compte beaucoup. La nature de l'écoute mutuelle, la nature. Alors, ce qui compte aussi, c'est évidemment la sexualité, mais de toute façon, même s'il y a les douleurs et même si ça vient gêner. Les futures grossesses, quand c'est la grossesse naturelle qui est recherchée,
c'est important qu'il y ait au moins encore cette question de la tendresse, des manifestations affectives, voire même érotiques, même s'il n'y a pas de pénétration. Et là, donc, il y a quelque chose aussi à faire un peu sauter, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose on peut envisager autrement, d'avoir une sexualité et d'avoir du plaisir à se toucher, même si la pénétration n'est pas là. Et donc là, il y a des choses à créer et à inventer. Alors, c'est un gros travail, mais par expérience professionnelle, dans ce que, à certains moments, donne à vivre une maladie, pour quelqu'un d'individuel, mais aussi pour un couple, c'est aussi des occasions de changer certaines choses. Et à certains moments, même, ça peut être de transformer des choses en mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du mieux qui se passe pendant la période de PMA, par exemple, mais en tout cas, ça oblige à voir l'essentiel. Voilà, avoir l'essentiel et avoir un peu ce qui par exemple, unit un couple pendant ce parcours-là, pour qu'au moins, il y en ait au moins, soit les deux sont ensemble et ils se soutiennent mutuellement tout le temps, soit il y en a un de temps en temps qui est dans le creux de vague et c'est l'autre qui soutient, et réciproquement. C'est d'autant plus important ce que vous dites, effectivement, c'est qu'on a tendance du coup à fonctionnaliser et à devenir complètement obsessionnel aussi sur ce désir d'enfant et sur le fait qu'il faut que ça arrive. Et donc on rentre dans un cercle vicieux qui peut être délétère. Alors, et juste, je dis juste encore quelque chose, c'est sur le fait que si on a commencé assez vite à savoir un peu gérer son stress, gérer son énergie, se détendre, faire attention aussi à tous les scénarios absolument catastrophiques qu'on se fait sur la douleur, qui renforce la douleur d'ailleurs. Se dire je vais y souffrir encore 20 ans et se répéter ça renforce le processus douloureux. Et si on se fait aussi les scénarios très catastrophiques du côté d'une future grossesse, forcément ça rajoute à l'anxiété. Donc il y a aussi quelque chose qui est intéressant à faire avec un psychologue ou avec soi-même si on a une capacité d'introspection, c'est observer comment on fonctionne. Qu'est-ce que je me raconte ? Et en quoi ce que je me raconte vient finalement m'enfoncer à certains moments. D'où l'intérêt, bon, je le dis comme ça, de la psychologie positive, c'est-à-dire s'intéresser un petit peu, oui, à certains moments, qu'est-ce que je peux générer comme pensées qui vont aussi vers la confiance, vers l'espoir, et à ce moment-là, c'est le corps aussi qui sent quelque chose de bon et qui vit quelque chose de bon parce que les pensées sont de meilleure nature au plan émotionnel. Tout ça, c'est un travail. Alors, franchement, j'ai vu pas mal de couples qui ont vécu ça d'une manière très dynamique et avec beaucoup d'intensité relationnelle. Voilà. Donc, ça peut être une opportunité. Ça peut, bien sûr. Mais oui. Merci Nancy. Du coup, dans votre parcours, si vous pouvez parler un peu de ça, de comment vous l'avez vécu, encore une fois, les conseils que vous pouvez donner aussi, et puis peut-être parler on parle de l'impact dans la vie privée et parler de l'impact dans la vie professionnelle aussi. Le député Stéphane Viry en parlait tout à l'heure, mais c'est important. Et là, alors déjà l'endométriose, c'est un impact dans la vie professionnelle, mais en plus, quand on rentre dans un parcours PMA, ça a aussi un impact. Donc, si vous pouvez un peu nous en parler. Comment aborder ça ? De résumer un peu tout ça, c'est pas simple, mais mon parcours, je l'ai vécu intensément. C'est un peu les montagnes russes quand on est en parcours PMA. Un coup ça va, un coup ça va pas. On a les hormones un petit peu en folie, si je puis dire. Et avec le conjoint, ça peut être aussi compliqué. Pour ma part, on ne m'a jamais proposé de suivi psychologique. Et clairement, ça m'a fait défaut. Je l'ai pris conscience bien plus tard. Donc vraiment, je pense que tout le monde devrait le proposer. Après, ce n'est pas forcément obligatoire, mais le fait de savoir qu'à un moment donné, si ça ne va pas, on puisse aller consulter un psychologue ou une autre personne
ça peut vraiment nous aider et nous dire et se dire que là j'en avais pas besoin au départ, mais maintenant je sens que c'est le moment, j'ai besoin de parler vraiment à un professionnel. Ou si vous êtes anti-psy, je sais pas, ça peut arriver, trouvez quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez vous confier, ça peut aussi vous aider. Parce que parfois, dans un couple, il peut y avoir des incompréhensions et c'est pas forcément évident de trouver des solutions juste à deux, mais une personne extérieure peut aussi vous accompagner dans ce sens-là. Ensuite, effectivement, dans la sphère professionnelle, alors il y a deux cas. Il y a soit des personnes qui veulent en parler à ses supérieurs et d'autres non. On ne peut pas être formel et dire parlez-en parce que ça dépend vraiment de votre environnement de travail. Si vous entendez bien avec vos supérieurs, avec vos collègues. Moi, personnellement, j'ai décidé d'en parler parce que il fallait que, en tant que journaliste, j'avais beaucoup de boulot et il fallait vraiment que je puisse alléger entre guillemets mon temps de travail pour aller faire mes examens. Quand même, je rattrapais après. Donc, c'était juste de pouvoir commencer plus tôt ou plus tard et de faire aussi les examens qui étaient prévus. Mais il faut pas oublier que quand on est en PMA, vous avez le droit de vous absenter. C'est vraiment très important de le savoir. Et ça n'aura pas d'impact sur vos heures de travail effectives. Normalement, vous n'avez pas à les rattraper, selon la loi. Et vous pouvez vous absenter autant que vous le voulez, en tout cas pour faire les examens. Mais il faut par contre apporter des preuves certificat médical. Voilà, un certificat médical. Et vous pouvez vous absenter le temps du trajet, le temps de l'examen médical, et ensuite revenir au travail. Après, dans les faits, il y a beaucoup d'employeurs qui demandent de rattraper. Donc faut en parler, mais ça dépend vraiment de l'entente que vous avez avec vraiment vos supérieurs et vos collègues éventuellement, si vous vous sentez proche d'eux et qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous vous absentez souvent, etc. Ça dépend de la bienveillance de l'environnement aussi. Tout à fait. Vers quoi on se dirige? C'est quoi un peu les progrès? Qu'est-ce qu'on peut attendre un peu à la fois dans la prise en charge, ou est-ce qu'il y a des choses ça évolue tous les jours, mais Alors, les progrès. Déjà, pour parler de ce que je connais le mieux, la chirurgie a beaucoup évolué. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait quasiment plus de chirurgie en ouvrant le ventre, ce qu'on appelle les laparotomies. D'accord ? On fait que de la chirurgie endoscopique, c'est-à-dire grâce à l'aide de caméras. Et on fait une célioscopie ou laparoscopie, où on gonfle le ventre avec un gaz et on va opérer à l'aide de petites incisions et des instruments que l'on rentre à l'intérieur. Bon, quasiment l'ensemble de la chirurgie de l'endométriose est réalisé comme ça. Ensuite, on a arrêté de faire certaines procédures qu'on a fait pendant des années de bonne foi, qui était par exemple la kystectomie d'un kyste d'endométriose, parce que aussi fort que l'on était, ça collait tellement fort sur l'ovaire que ça arrachait toujours un petit peu d'ovaire et on diminuait la réserve ovocytaire. Et donc maintenant, on essaye soit de faire diminuer la taille de l'endométriome par un traitement médical avant, et donc il devient petit, on fait la chirurgie autre, et puis hop, tout de suite derrière, on bascule sur la suite de la stratégie. Ou alors on les alcoolise, ou alors on les vaporise, comme je vous expliquais. En ce qui concerne aussi la chirurgie sur le plan digestif, puisque c'est surtout les questions sur l'endométriose digestive que j'ai souvent, on a développé des techniques où on va essayer d'épargner la proportion de tubes digestifs qu'on va enlever, où évidemment l'endométriose s'est incrustée, et on fait maintenant des chirurgies qui vont être, par exemple, où on va juste décoller la lésion, où on enlève juste une petite pastille de paroi digestive, ce qui cicatrise plutôt pas mal, et surtout où on va aller moins disséquer, moins abîmer les nerfs, la vascularisation des intestins. Donc une chirurgie beaucoup plus conservatrice et moins agressive, et donc avec moins de séquelles.
Fertilité, donc il y a plusieurs stratégies qu'il faut développer. Donc premièrement, l'information sur la fertilité, ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est un très très grand challenge, et pas que pour les femmes qui ont de l'endométriose, hein, ça concerne la population générale. Deuxième chose, éducation des médecins, effectivement, d'adresser les patients, le bon adressage est vraiment très très important. Et troisième élément très très important, effectivement, comme Julien l'avait dit, les examens qui vont nous permettre de prédire quelles femmes sont à risque d'infertilité et auxquelles il faut proposer la préservation de fertilité. Et au moment qu'on fait la préservation de fertilité, quels ovocytes vont réellement donner un bébé? Parce que pour l'instant, on les conserve, on ne sait absolument pas ce qui va se passer avec. Donc ça, c'est sur le plan clinique, ce qui vous concerne vous. Par contre aussi, sur le plan fondamental, donc pour comprendre la maladie, parce que tout ça, ça nous permet d'avancer aussi sur la thérapeutique, sur le diagnostic, il faut qu'on comprenne vraiment beaucoup plus précisément pourquoi il y a certaines femmes qui développent l'endométriose et pas d'autres, pourquoi il y a certaines formes d'endométriose et quel est le lien exact entre l'endométriose et l'infertilité. Et déjà, si on comprend ça, on va arriver peut-être à trouver des solutions. Et après, sur un plan complètement paramédical, ce que Sophie a vraiment où elle a insisté énormément, et je trouve que c'est vraiment un challenge énorme, c'est vraiment d'informer les patients qu'il y a beaucoup de choses à faire côté psychologique, paramédical, et c'est à vous de jouer, en fait. C'est aux patients de travailler là-dessus. Merci, je crois qu'il faut qu'on clôture. Merci en tout cas pour vos questions et vos témoignages. C'est toujours aussi très émouvant. Merci d'être venus. Je voudrais remercier nos intervenants, donc Julien, Camilla, Nancy et Sophie, qui ont pris le temps, qui ont des agendas chargés, mais qui sont aussi très engagés pour faire avancer les choses pour l'endométriose. Et puis, je remercie aussi General Electric, qui est l'entreprise qui nous permet d'enregistrer cette conférence et de faire en sorte qu'on pourra la diffuser à ceux et celles qui n'étaient pas là et qui ne pouvaient pas être là ce soir. Et puis à l'équipe de Boarding Pass qui assure la partie technique. Donc voilà, en conclusion aussi sur vous avez cette tribune que je vous engage à signer si comme nous vous pensez que l'endométriose doit être prise en charge, en tout cas qu'elle doit être considérée dans le cadre professionnel, parce que ça suffit la double peine. C'est déjà compliqué pour une femme d'évoluer dans une entreprise, et si en plus elle a cette pathologie, ça lui complique encore plus la vie. Et que par contre, si l'entreprise met à disposition une flexibilité, aménage, comprend, accompagne, c'est beaucoup plus facile, et la femme pourra s'épanouir et elle pourra avoir la carrière qu'elle a envie d'avoir et les rêves qu'elle avait quand elle était petite. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et bonne soirée.